L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. François Bayrou, avec l'expérience, on a maintenant une lisibilité de ce que peuvent être les quinquennats. Celui de Nicolas Sarkozy, finalement, a connu des problèmes d'entrée. Et dans les 4 années qui ont suivi, malgré beaucoup de travail, n'a pas réussi à remonter. Est-ce qu'on est exactement dans la même situation avec François Hollande? C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal d'entrée, le dialogue avec les Français, il ne s'en remettra pas pendant les 4 années qui suivent. En tout cas, c'est très difficile. À partir d'un constat qui était le même pour Nicolas Sarkozy que pour François Hollande, lorsque vous faites une campagne électorale sur uniquement la recherche du succès en voix, vous racontez n'importe quoi, vous promettez l'impossible, vous annoncez des décisions qui seront en fait des illusions. Et donc il devient impossible de gouverner derrière dès que le réel revient. Vous vous souviendrez... C'est le drame de la première année version quinquennat. C'est le drame, non, c'était déjà le cas lorsque c'était un septennat. Je vous rappelle que Jacques Chirac, en 1995, se fait élire sur la fracture sociale et qu'on va de nouveau créer des solidarités, donc des allocations nouvelles, des aides nouvelles. Bon, et puis 4 mois après, Alain Juppé est obligé de recadrer les choses et de faire un programme qui est un programme de rigueur. C'est donc la raison principale, je viens d'écrire, comme vous savez, un livre sur ce sujet, la raison principale pour laquelle nous sommes dans l'extrême difficulté, c'est que les campagnes électorales refusent d'être le contrat de vérité qu'elles devraient être avec les Français, donc les politiques après sont délégitimées. C'est pour ça que je prends l'exemple du début, puisqu'en 95, vous l'avez cité vous-même, et après Gilles va enchaîner. En 95, l'une des raisons de l'échec, c'est que Jacques Chirac a formé un gouvernement de Chiraciens pur et dur, oubliant ceux qu'il avait accompagnés et qui sont passés avec Édouard Balladur. Est-ce que je parle ce matin avec le futur Premier ministre de François Hollande, puisque vous avez appelé à voter pour lui, que vous dialoguez, tout le monde le sait, et qu'il y a des gens, encore Luc Ferry ce matin, qui demandent un remaniement vite, autrement ce sera l'échec. Et avec les centristes. Alors moi je crois qu'il y aura un remaniement à l'intérieur de l'équipe actuelle, c'est ce qui est le plus prévisible, sauf accident. Mais à l'intérieur de l'équipe actuelle, parce qu'un gouvernement de 40 membres, c'est une armée mexicaine, ça n'est pas dirigeable, et comme vous l'avez vu, il y a à l'intérieur du gouvernement des contestations extrêmement virulentes, sous des aspects policés, mais extrêmement virulentes de la ligne qui est suivie. Ce qui a amené François Hollande hier à un recadrage qui lui aussi était poli dans les termes, mais qui sur le fond était extrêmement net. C'est pas la première fois. Et qui va conduire à une clarification, si ce n'est pas à une rupture, à l'intérieur du Parti Socialiste et à l'intérieur de la gauche. Est-ce que vous pourriez rejoindre François Hollande s'il y a un moment, parce que tout le monde sait que vous parlez. Donc d'abord, est-ce que vous parlez avec François Hollande? Oui. Ça m'arrive, oui. Est-ce qu'il a évoqué avec vous la possibilité qu'une autre majorité se mette en place si Montebourg, Hamon et Duflot sortent? Non, ne vous faites pas des contes de fées et des légendes. La situation, j'espère qu'on peut entendre au micro la gravité de ce que je dis. La situation de la France est, pour un républicain, pour un citoyen qui croit à la démocratie, est extrêmement déstabilisée, extrêmement inquiétante. Si je devais définir une ambiance pour ce que nous sommes en train de vivre, je dirais c'est les années 30. Vous vous souvenez, les années 30, le 6 février 34, il y avait des ligues d'extrême gauche et d'extrême droite qui manifestaient dans les rues une perte de confiance très profonde à l'égard du personnel politique. Et on est dans cette ambiance-là. Alors si vous croyez que je suis ou que François Hollande est ou que nous serions, en particulier le mouvement que je préside, en train de préparer des manœuvres qui, sous la table, permettraient de faire des changements de majorité, vous vous trompez, Guillaume Durand. J'allais dire, je ne mange pas de ce pain-là. C'est pas ma manière d'être. J'ai fait suffisamment de sacrifices pour la politique pour savoir que j'ai choisi, ou pour prouver que j'ai choisi de mettre en avant l'essentiel et pas l'accessoire, et pas les carrières, et pas les opérations, et pas les manœuvres. Gilles Leclerc. François Bayrou, tout de même, s'il y avait une véritable clarification politique, et vous en parlez il y a encore un instant, on voit qu'il y a quand même 2 lignes, c'est ce que vous semblez dire, au sein du gouvernement. Si cette clarification se solde par une vraie rupture, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure,
compte tenu de la gravité de la situation, par devoir, et je ne dis pas par manœuvre, mais par devoir, est-ce que vous seriez prêt à donner un coup de main, à aider François Hollande? C'est ça que vous voulez dire, Guillaume? Ce jour-là, si un jour la rupture que j'annonce, vous le savez, depuis longtemps, parce qu'elle est pour moi inscrite dans les faits, si elle se produit, il faudra que François Hollande prouve au pays qu'il est dans cette volonté, au fond, d'une union nationale qui permettra d'un rassemblement des républicains, qui permettrait que tous ceux qui s'accordent sur l'essentiel soient capables de travailler ensemble. Je crois que ça rassurerait le pays. Mais c'est un long chemin qu'il a à faire. Vous voyez que ces jours-ci, vous l'avez rappelé, il est attaqué sur son autorité. Moi, je pense que c'est là que sera l'épreuve de vérité pour savoir si il a cette force. J'ai écrit dans mon livre, la seule question c'est osera-t-il? S'il a cette force de s'avancer devant les Français en explicitant, en clarifiant absolument le projet qui est le sien, et qui est un projet économiquement très exigeant pour qu'on remette le pays en marche, et civiquement aussi exigeant. Vous voyez bien que la vie politique ne correspond plus au pays. Vous avez vu hier la séance à l'Assemblée nationale. Sur toutes les chaînes, on a montré ces images qui sont des images franchement honteuses et puériles pour des adultes, quelquefois même plus près du troisième âge que du second, et qui s'invectivent alors que le pays est à l'abandon parce que depuis 15 ans, les choses glissent. Vous avez encore vu hier, on a annoncé les chiffres de ce qu'on appelle le commerce extérieur de la France. Le mois dernier, effondrement. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur des rythmes de 70 à 80 milliards. Mais c'est pour ça que la question posée, Gilles, est importante, parce que c'est une question de calendrier. Cette prise de conscience dont vous parlez, l'Union nationale, si c'est dans 2 ans, c'est trop tard. Le problème sera réglé. Donc ça veut dire qu'on en revient au syndrome de la première année ou les mois qui suivent. Eh bien, vous avez raison. C'est-à-dire que... Quel est le calendrier d'après vous? Attendre ne sert pas. Mais vous voyez bien qu'on est pris dans des perturbations, dans une météo, comme on dirait pour des marins qui traversent l'Atlantique, dans une météo qui est désastreuse. Il y a vraiment des creux très importants. Et j'imagine que c'est là que se trouve la Sur les mesures concernant la moralisation tout de même, Gilles. qu'a défendu hier François Hollande, est-ce qu'elles répondent à ce qui vient de se passer? C'est-à-dire en gros à l'affaire Cahuzac et au-delà. Je parle des mesures concrètes. Un certain nombre d'entre elles sont utiles, mais évidemment, ça ne répond pas à la fracture qu'il y a entre le monde politique parlementaire et le pays. Alors, je vais vous dire ce que j'ai trouvé bien, moi. Je trouve bien l'idée d'un parquet spécialisé et d'un office central de répression, police et douane, spécialisé dans corruption et fraude fiscale. Je trouve que ça, c'est bien parce que vous allez avoir des magistrats qui vont se spécialiser dans les échanges avec les pays qui sont les paradis fiscaux pour savoir qui fraude et qui est corrompu, ce qui est une deuxième question. Donc j'ai trouvé ça bien. Pour le reste, c'est des mesures utiles. Bon, les histoires de patrimoine, c'est un peu diversion. Mais vous êtes pour cette très grande publicité, j'allais dire entre guillemets, ce déballage du patrimoine avec... dispositif anti-riche. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Moi, je n'ai pas du tout la fascination de la transparence. Mais pour m'y être soumis plusieurs fois, parce que les candidats à l'élection présidentielle, en tout cas ceux qui l'acceptent, ont leur patrimoine dans le journal, pour m'y être soumis plusieurs fois, c'est pas si terrible et c'est pas si grave que ça. Après tout, qu'on sache que vous êtes riche, bon, il y a beaucoup de gens en France qui voudraient qu'on sache qu'ils sont riches. Est-ce que l'exercice d'un métier est compatible, selon vous, avec le mandat d'un parlementaire? L'exercice d'un métier est compatible avec le mandat d'un parlementaire à condition que ça ne soit pas un métier qui vous expose à être manipulé par un risque de conflit d'intérêts. Voilà. Je vous rappelle que tout ça est traité ailleurs depuis longtemps. Au Parlement européen, pour ceux qui sont familiers du Parlement européen, à chaque vote, vous avez des députés qui lèvent la main en disant que c'est un vote sur les banques. Excusez-moi, je suis actionnaire d'une banque, je ne peux pas voter. La discipline que s'imposent des parlementaires européens, on peut l'avoir pour des parlementaires français. Je cite un autre exemple dont je suis persuadé qu'il a l'air petit mais qu'il est très important. Je suis pour que on ne puisse pas déléguer son vote quand on vote au Parlement et que tous les votes soient publics.
Ça se fait au Parlement européen. Vous êtes obligé d'être là pour voter. Eh bien, que ça se fasse de la même manière au Parlement français. Vous savez que, par exemple, je plaide pour que on ait moins de députés et moins de sénateurs, et beaucoup moins de ministres. Pour qu'on montre par l'exemple aux Français que, bon, on prend en compte ce qu'ils vivent et on